Et déjà, il avait une telle peur et d'entendre mon frère sangloter de terreur à l'idée de rentrer à la maison juste parce qu'il devait passer devant 2 voitures de police et de savoir, il a 13-14 piges. Certains parlent d'avoir eu leur premier sous-check à 11, 12, 13 ans. On a des situations où ils disaient à quel point c'était routinier d'aller à l'école et juste de se faire contrôler, que ce soit dans le métro ou sur le chemin. On a envie de dire aux gens, vous avez le réflexe d'appeler la police, mais si on vous disait là de quoi tu as besoin, la plupart des gens ne diraient pas j'ai besoin de quelqu'un qui débarque avec un flingue. Bonjour, bienvenue, Jeanne. Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder des questions un peu tendues par rapport à la police. On va juste te demander de t'introduire, te présenter. Moi, c'est Jade Almeida. Mes pronoms sont elle, accord au féminin. Je suis chargée de cours, ce qui veut dire que je suis le bas de l'échelle sociale de l'enseignement à l'université, mais c'est pas grave. J'enseigne dans différentes universités. En ce moment, ce trimestre, j'enseigne à l'UQAM et à l'UCO, mais parfois, j'enseigne aussi à Concordia, par exemple. Donc, ça dépend des trimestres. Puis, à côté de ça, parce qu'apparemment, je n'aime pas dormir, je suis aussi directrice d'un organisme que j'ai cofondé avec Pauline Lomami et Marianne Lopez, qui s'appelle Arambec, qui est Arambec Renaissance du collectif féministe noir, qu'on a incorporé officiellement en 2023, mais avec lesquels on fait des activités depuis 2019 quasiment. Et notamment, un de nos plus beaux projets, c'est Freedom School, mais on a aussi des archives, on fait aussi au niveau des expositions, on fait des panels, des conférences, on prend position sur certains enjeux, on organise des drop-in et des ateliers pour les femmes noires et personnes non binaires noires. À côté de ça, j'adore manger. Le meilleur moyen de m'acheter, c'est la nourriture. J'aime mon lapin, mais mon lapin ne m'aime pas, je pense. Je préfère les chats aux chiens et je pense que c'est terminé. On va directement commencer dans le vif du sujet. D'où vient la police et l'institut policière, historiquement? Oh, wow! OK. Oui, c'est une grosse question. En fait, historiquement, la police, c'est une institution et c'est une institution qui est fondamentalement coloniale. C'est une institution la police telle qu'on la connaît actuellement, elle est très récente. La manière dont la police fonctionne actuellement, c'est une police qui remonte à quoi, 19e siècle maximum. La police que l'on a actuellement est issue d'une histoire qui a mis en place progressivement la surveillance, le contrôle des corps, le contrôle des corps sur des territoires qui avaient été volés, qui avaient été dépossédés, le contrôle des corps sur un territoire où on a instauré de force la pratique de l'esclavage. On est au Canada, qui est un territoire sous occupation coloniale, qui est un territoire donc qui appartient aux communautés autochtones, qui se luttent toujours pour avoir accès à l'eau, au territoire, aux ressources, à la protection. Et donc, on leur a volé leur territoire et puis on a déplacé de force des communautés et notamment des populations pour travailler ce territoire. Et notamment, bien sûr, on a mis en place l'esclavage. Alors, au Canada, ça n'a pas été au même rythme et à la même proportion qu'on a aux États-Unis. Donc, c'est un des premiers arguments qu'on va vous contredire. Et ce que je répète constamment, il n'y a pas de version gentille de l'esclavage. À partir du moment où il y a une idéologie esclavagiste, c'est qu'on a convaincu toute une population de leur droit à hiérarchiser des corps, à hiérarchiser des individus. Et toute une population était convaincue que des individus avaient le droit de ne pas être des êtres humains. D'accord? Donc, on a d'abord ça, le fait d'avoir cette hiérarchisation entre les populations, le fait qu'on va avoir aussi, bien sûr, le droit à la propriété privée, qui est quelque chose qu'on va imposé sur les territoires autochtones, que c'était pas une approche qu'il y avait par rapport aux cultures autochtones. Ce droit à la propriété privée va s'accompagner bien sûr de surveillance, de criminalisation, de protéger ce droit à la propriété privée. Donc avant la police, c'était des milices, c'était organisé également des surveillants payés, puis progressivement, ça va devenir quelque chose qui va être organisé par l'État. Donc l'État va mettre en place une institution de contrôle et de surveillance et on va également mettre en place l'idée de prévenir le crime. Ça aussi, c'est très très récent. Non pas on va mettre en place un corps de métier qui s'assure de, on va dire, punir après qu'il y ait crime, c'est vraiment cette idée de mettre en place toute une institution policière mais aussi judiciaire, parce que les deux vont ensemble, légale, etc., avec cette idée de prévention du crime, donc de pouvoir patrouiller, de pouvoir faire des fact-checks, de pouvoir arrêter quelqu'un dans la rue sans aucune raison, juste pour vérifier son identité. Ça se base sur cette idée de prévention du crime, qui va aussi avec l'institution carcérale, donc ça va aussi avec l'idée de prison. Et donc, c'est vraiment tout ce qui est associé à la justice punitive. Donc, en fait, lorsqu'on va développer le système de la justice punitive, qui est un système qui est quasiment répandu dans le monde entier, même s'il existe d'autres manières de faire justice, la justice punitive s'accompagne également du corps policier. C'est très, 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 très résumé et c'est beaucoup plus complexe que cela, mais il faut comprendre comment le système capitaliste que l'on a actuellement nécessite l'esclavagisme, nécessite la colonisation, nécessite la surveillance, nécessite la criminalisation, nécessite la punition, donc va nécessiter l'existence d'une institution comme la police. Et donc, on a les conséquences d'un système inhumain et d'un système de hiérarchisation fondamentale et d'un système de déshumanisation qui continue de perdurer. On a un corps policier qui fonctionne comme on en avait pendant la période esclavagiste. Voilà.
Alors, pour la deuxième question, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu la situation actuelle sur le street check et enfin, à Montréal, bien sûr, et et ça se fait sur base de quoi, en fait? Vous arrivez à une période assez particulière, malheureusement, pour l'actualité montréalaise, parce qu'il y a un renouveau de manifestations et de dénonciations, notamment de la violence policière suite à un énième meurtre, malheureusement qui est survenu il y a à peine une quinzaine de jours, commis par un agent de police. Et il faut savoir qu'à Montréal, nous avons vraiment un enjeu par rapport à aussi, par exemple, au street check. Il faut savoir que ça arrive beaucoup plus dans certains quartiers, notamment par exemple Montréal-Nord. Montréal-Nord, c'est le quartier historiquement où il y a une surreprésentation de population noire. Et c'est aussi le quartier où il y a une surreprésentation de présence policière. Et c'est aussi un des quartiers où il y a le plus des street checks. On a massivement documenté chaque année, dénoncé, c'est les mêmes chiffres qui reviennent, le fait que on ait cette pratique discriminatoire d'arrêter des individus dans la rue et de leur faire donc un contrôle d'identité sous aucune base que juste vouloir faire un contrôle d'identité, et qu'on a également des statistiques réalisées par Statistique Canada, réalisées par la Commission des droits de la personne, réalisées par des chercheurs. Robin Ménard en parle également, qui est une activiste, une femme noire très impliquée contre la violence policière. On a Défendre de police aussi, qui est un organisme qui surveille et dénonce les violences policières. Donc, on a les chercheurs, on a les Statistiques Canada, on a les associations, on a les militants, on a les nombres qui démontrent à quel point, lorsque vous êtes un jeune racisé, lorsque vous êtes jeune noir, jeune typé arabe, et que vous avez un taux beaucoup plus élevé de risque d'être arrêté et sous aucun prétexte, et d'avoir une vérification de votre identité comme ça dans la rue beaucoup plus tôt que votre camarade blanc-blanche, et à un rythme beaucoup plus élevé. Certains parlent d'avoir eu leur premier sous-check à 11, 12, 13 ans. On a des situations où ils disaient à quel point c'était routinier d'aller à l'école et juste de se faire contrôler, que ce soit dans le métro ou sur le chemin. Ce n'est pas là, ça ne date pas d'hier, ça a été largement dénoncé, il y a eu des mobilisations. Euh, c'est aussi particulier actuellement à Montréal parce que c'est une ville qui a un des records actuellement de tout le pays, de tout le Canada, d'augmentation du budget de la police. On a une mairesse qui vient de partir d'ailleurs, Valérie Plante, qui a augmenté quasiment chaque année le budget de la police. On parle d'un budget de plus de 800 millions de dollars, qui a été augmenté chaque année alors qu'il y avait des dépassements de budget chaque année. Et le chef, on va dire, de la police actuellement est le troisième, si je dis pas de bêtises, à vérifier avec les données de Défendre de police, parce qu'ils ont des données très précises en ligne, mais c'est le troisième ou le quatrième employé le mieux payé de Québec, parce qu'il est à la tête de la police. Il faut savoir aussi que la police a un syndicat extrêmement puissant. C'est pas le cas seulement de Montréal, hein. Quand on regarde à travers les grandes capitales et les grandes villes, lorsqu'il y a une police qui reçoit un budget aussi énorme et qui est aussi bien armée, généralement ils ont un syndicat derrière à qui il est extrêmement difficile de dire non. Ce budget qui augmente chaque année, c'est un budget, alors que dans toutes les autres ressources, tous les autres services, il y a des coupes budgétaires. La plupart des services se font couper, les hôpitaux, etc. Les seuls qui se font augmenter chaque année, c'est la police. Est-ce que la présence de la police diminue du crime? Ou oui ou non? La réponse très rapide, non. Non, ok. C'est intéressant parce qu'on, tu sais, quand je disais la police fait partie d'un problème beaucoup plus large qui est la justice punitive, je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis du coup. La police fait partie d'un problème beaucoup plus large qui est la justice punitive, qui est une approche de la justice qui se fait par la criminalisation, qui se fait par la punition, et qui ne centre pas la personne qui a été victimisée, qui ne centre pas les communautés, voire qui rajoute en fait à la punition, parce que, juste un petit aparté, mais une personne qui va en prison, par exemple, certes, elle paye en allant en prison, mais il n'y a pas qu'elle qui paye, il y a sa famille qui paye, il y a ses parents, il y a ses amis qui payent, il y a sa communauté qui paye, parce que du coup, c'est l'enfant qui est privé de voir son parent, c'est la mère qui est privée de voir son enfant, c'est les amis, les voisins, donc la punition, elle est collective. Et elle continue bien après la sortie de prison, avec tout le stigmate du fait d'avoir été incarcéré. Donc, c'est pas juste on paye parce qu'on a fait son temps en prison, on continue de payer tout le reste de sa vie. Et on a quand même un large corpus de recherche qui, depuis les années 90, montre l'échec de la justice punitive, montre à quel point la justice punitive non seulement ne permet pas la réinsertion au sein de la société, ou ne permet pas de diminuer le crime, mais en fait, le crime ne cesse d'augmenter. On est depuis les années 90, et dans à peu près toutes les grandes villes du monde, on a les mêmes statistiques, on a les mêmes données. Donc du coup, on a toute cette documentation, on a toute cette recherche, on a toute cette statistique qui montre
La prévention du crime, c'est pas la présence de la police, c'est pas la peur de la punition, c'est pas la peur d'aller en prison qui diminue. On le sait fondamentalement parce qu'on a les statistiques, parce qu'on a les recherches, parce on a les informations sur le sujet. Ce qui permet de diminuer le crime, c'est d'avoir accès à des ressources. Et les communautés les plus établies, les plus stables sont les communautés qui ont le moins de crimes. C'est-à-dire lorsque vous avez accès à un logement, lorsque vous avez accès à ce que vous puissiez manger, boire à votre faim, vous avez un support social, une communauté forte, un tissu social important, que vous ayez accès à un système de soins de santé physique et ou mental, que vous ayez accès, et mental, pas et ou mental, soins de santé physique et mental, que vous ayez accès à pas forcément un emploi, mais en tout cas à des occupations qui soient enrichies pour vous. La majorité du risque de crime diminue drastiquement à partir du moment où les besoins des individus sont nets. Et la plupart des communautés qui ont un taux de crime bien moins élevé sont des communautés qui ont absolument tout de couvert. Prendre l'argent qui est gaspillé, 800 millions de dollars chaque année, à ce qu'on sait est un service qui ne permet pas de diminuer le crime et le redistribuer à des services sociaux, à des institutions, à des organismes, le redistribuer dans le milieu de la santé. On le sait par exemple que 80% des appels qui sont envoyés à la police, parce qu'ici on appelle le 911, 80% des appels ne concernent pas la police. 80% des appels concernent par exemple une personne qui est en crise et a besoin d'un accompagnement, en santé mentale par exemple. 80% des appels au 911 par exemple ne nécessitent pas une personne qui débarque avec une arme. Parfois, on a envie de dire aux gens, vous avez le réflexe d'appeler la police, mais si on vous disait là de quoi tu as besoin, la plupart des gens ne diraient pas j'ai besoin de quelqu'un qui débarque avec un flingue. D'accord? Donc, à partir de là, si on sait que ça ne permet pas de diminuer les crimes, si on sait que ce ne sont pas ce pourquoi les gens appellent, on devrait pouvoir redistribuer toutes ces ressources à des services qui permettent de diminuer les crimes. Donc, on a les données qui montrent que non. Réagissons par rapport à cette connaissance-là. Ok. Et j'ai une autre question pour rebondir à ce que vous dites. Si on redistribue les ressources plus équitablement, qu'est-ce qui nous garantit pas que les associations ou même ceux qui sont bénéficiaires n'en abusent pas de leur pouvoir? Parce que ce sont des associations qui font ce travail-là depuis des décennies et que ce sont des associations qui font ce travail-là parfois avec un bout de carton, de bout de ficelle et qui ont des retombées assez extraordinaires. Par exemple, on a des associations sur Saint-Denis, sur Sainte-Catherine, qui sont des associations pour aider les personnes en situation d'itinérance. Ou on a des associations qui sont là pour aider les personnes qui consomment de la drogue notamment. Et ce sont des associations où les personnes peuvent aller consommer en toute sécurité. Ces associations-là, ce sont des personnes qui travaillent au quotidien dans des situations extrêmement tendues, extrêmement high en termes de demande, en termes de besoins. Et ce sont des personnes qui arrivent à faire leur travail depuis des décennies sans que personne n'en meure. Et ce sont des personnes qui vous disent, nous, quand on se déplace et qu'on nous appelle à l'aide, lorsqu'on repart, on n'a personne qui a été tiré à bout portant parce qu'il était en crise et parce que avait un couteau à la main. On a littéralement des travailleurs et des travailleuses sociaux qui nous disent régulièrement, nous, des personnes qui sont en crise là et qui attrapent un couteau, on en voit toutes les semaines, c'est notre quotidien. On les aide, ces personnes-là. On sait comment intervenir. Lorsque les policiers arrivent, ils déchargent. Donc, ce qu'on sait de se dire également, est-ce que ces associations vont en abuser? De quoi on parle lorsqu'on parle d'abus? Est-ce que l'abus, ça signifie faire du détournement d'argent? Le détournement d'argent est un des crimes en col bleu qui est le moins réprimé actuellement. Je veux dire, du détournement d'argent, les riches le font au quotidien et c'est même légal vu la manière dont le système est mis en place. Lorsqu'on parle d'abus, est-ce qu'on se dit que ce sont des associations qui vont mieux se payer? Tant mieux parce qu'ils le méritent. Est-ce que ce sont des associations qui vont aider les personnes les plus défavorisées? Oui. Parfois, il y a dans la peur d'avoir des abus, on se dit, oh, c'est des personnes qui ne méritent pas de l'aide. Et là, il faut lutter contre cette hiérarchisation qu'on fait entre les individus, lutter contre cette hiérarchisation entre qui a le droit à du soutien, qui a le droit à de l'aide, qui a le droit d'être entendu. Tout le monde est d'accord qu'on veut aller aider les personnes en situation d'itinérance. Mais vous avez énormément de riverains qui vont manifester si jamais une association ouvre et accepte que des personnes en situation d'itinérance viennent cracher quand je dis cracher en anglais, je veux dire, viennent mettre en place leur tente sur le territoire de l'association. Ils vont dire ça, c'est de l'abus. Mais à un moment donné, si on veut être sûr d'une approche holistique, si on va pouvoir aider même les personnes les plus défavorisées, ça signifie aussi lutter contre la police qui est dans notre tête, lutter dans la manière dont on a une approche même dans nos relations interpersonnelles qui est dans la criminalisation et de la punition. Je crois absolument pas qu'il puisse avoir un abus. L'abus est possible. Hein. Je ne dis pas que les êtres humains et même les êtres humains au sein d'organismes peuvent se planter et faire de la merde, mais je veux dire, contrairement au type d'abus dont est responsable la police,
je préfère encore tenter ma chance avec des organismes et des institutions dont le travail est de l'accompagnement que de continuer à voir les abus dont sont responsables la police qui mènent à la mort. Et pas seulement à la mort, qui mènent aussi aux situations de handicap, parce qu'on pense tout de suite mort, mais la police, c'est aussi pas seulement la mort qu'il provoque, c'est aussi les traumas en termes de santé mentale, c'est les traumas en termes de, moi je connais des personnes qui, lorsqu'ils entendent le bruit de la police, freeze, et elles ont après des attaques de panique. Ça aussi, ça veut dire que ça provoque des situations de handicap, ça provoque des enjeux de santé mentale, ça provoque de la criminalisation. Tout ça, c'est une conséquence directe de la présence d'une institution policière. Ça veut dire également qu'on a des personnes qui, juste en termes concrets, hein, il y a des personnes qui ne vont pas à l'hôpital alors qu'elles ont besoin de soins parce qu'elles ont peur d'être arrêtées par la police, parce qu'elles n'ont pas les papiers qu'il faut, parce qu'elles ne sont pas certaines qu'on ne va pas leur poser des questions ou les diriger vers la police ou les dénoncer pour quoi que ce soit, donc elles ne vont pas chercher de l'aide. Et conséquence, cela peut avoir, du coup, leur santé qui se dégrade au point de causer la mort. Il y a toute la manière dont l'existence même de la police, on est dans un régime de terreur. On vit littéralement, on navigue dans un régime de terreur. La police est l'outil qui permet de maintenir en place ce régime de terreur. Et bien sûr, lorsque je dis la police, c'est vraiment le système judiciaire carcéral dont la police est le bras armé qui font en sorte de maintenir ce régime de terreur. Et parce qu'il faut toujours faire les liens avec le tout, c'est pas seulement la police, c'est le fait qu'à travers le monde actuellement, on est en train de voir pas le retour parce que les États fascistes étaient toujours là, mais la consolidation et le renforcement de puissance, de pouvoir et de systèmes fascistes. Et ces systèmes-là sont de nouveau au pouvoir. Et ce qui les a aidés à être de nouveau en pouvoir, c'est également l'existence de la police. C'est le fait de pouvoir utiliser la police contre leur population. C'est le fait que fondamentalement, on a actuellement des États qui ont écrit dans le plus haut document de droit que vous puissiez avoir, le droit à la violence étatique, et c'est le seul droit à la violence qui est légitime, c'est le droit à la violence de l'État. L'État a la seule, mainmise sur la violence légitime, ce qui signifie qu'on navigue un système au quotidien où l'État nous a habitués à considérer on a le droit de violenter notre population. C'est notre droit basique. Et la police, c'est l'arme avec laquelle ils vont violenter leur population. Et donc, si on veut pouvoir lutter contre le fascisme, si on veut pouvoir lutter contre les systèmes de terreur, si on veut pouvoir lutter contre la hiérarchisation des si on veut pouvoir dénoncer un génocide, actuellement, on ne peut pas dénoncer un génocide, voire de multiples génocides. Je veux dire, je porte actuellement un kéfier parce que le génocide par rapport à la Palestine, mais on doit aussi parler du Soudan, on doit aussi parler du Congo, on doit aussi parler de ce qui se passe en Haïti, on parle de ce qui se passe par rapport aux communautés autochtones au Canada. Toutes ces communautés, toutes ces populations sont en proie à un régime de terreur et sont face à un génocide. Et les populations qui sont plus ou moins à l'abri et qui peuvent dénoncer ne peuvent pas massivement le faire par crainte de la police. Donc, on est dans une situation où on ne peut pas lutter contre l'extermination de populations parce que chez nous, il y a la police. Donc voilà, faut voir toute l'imbrication de ces systèmes de pouvoir et à un moment donné, il faut attaquer quelque part. Et le définancement de la police, ça peut paraître extrêmement radical. Et encore, je trouve qu'il y a eu quand même une avancée dans les discours. On a de plus en plus, je veux dire, dans les années 2000, c'était beaucoup plus difficile de parler de définancement de la police. Il y a eu George Floyd, il y a eu Black Lives Matter. Je pense que ça a un peu aidé aussi à faire avancer les discussions. Donc, on arrive un peu plus à parler du définancement actuellement. Et ça peut paraître extrêmement radical. Ça l'est pas. Des communautés, des systèmes qui fonctionnent sans police, ça existe, ça existait, ça existe au quotidien. Il faut juste le faire de manière systémique. Donc voilà, comment est-ce qu'on en fait un système? Comment est-ce qu'on a une approche du droit à la vie digne qui ne passe pas par la criminalisation, la surveillance et la punition? Et quelles sont les communautés en fait qui le font et comment elles agissent? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, ça dépend de vers qui tu te tournes. Par exemple, je parle beaucoup de la justice punitive parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la justice restaurative, la justice transformative. La justice restaurative et la justice transformative, elle est beaucoup, beaucoup basée sur des approches et des pratiques qui sont mises en place par les communautés autochtones. Les communautés autochtones, ça veut dire avoir une justice qui se base sur l'approche par la communauté. C'est la communauté et bien sûr qui centre la personne qui a été victimisée. Donc la personne qui a été victimisée va dire exactement ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin de parler avec la personne qui l'a agressée? Est-ce qu'elle a besoin de ne plus jamais être en contact avec la personne qui l'a agressée? Est-ce qu'elle a besoin de voir cette personne faire du travail communautaire? Est-ce qu'elle a besoin d'être éloignée et pouvoir reprendre contact par la suite? Est-ce qu'elle a besoin de lettres? Est-ce qu'elle a besoin d'excuses? En gros, on prend le temps de voir qu'est-ce qui permettra à cette personne de se réparer de se réparer, ce qui l'aiderait dans son processus de guérison. La justice transformatrice, elle va aussi s'interroger qu'est-ce qui a mené l'individu à commettre ce crime? À quel moment, qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, parce qu'on parle parfois
ça va aller très loin. Mais en gros, c'est à la communauté de regarder comment est-ce qu'on met en place un processus d'accountability, de rendre des comptes. Donc, OK, comment se fait-il que l'un d'entre nous ait commis ça? Comment est-ce qu'en tant que communauté, on peut se demander ce qui a fait en sorte qu'on laisse cette personne commettre un tel acte? Qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer qu'elle ne recommence pas? Qu'est-ce qu'on apprend par rapport à ça? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris des communautés autochtones. Et ça peut paraître extrêmement utopique, mais la justice transformatrice, c'est quelque chose qu'on voit au niveau à certains gouvernements. Par exemple, le BCJ, le Bureau de consultation jeunesse, qui a été mis en place au Canada au Québec aussi dans les années 90, et issu de ces approches de justice transformatrice, c'était cette idée de on ne veut pas que les jeunes aillent en prison. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces jeunes, pour s'assurer qu'il y a un processus de rendre des comptes, une justice transformatrice qui prenne en compte aussi les besoins qui ont été vécus. Ça peut être écrire des lettres, ça pouvait être faire des rencontres régulières avec un conseiller, ça pouvait être faire des rencontres avec des personnes professionnelles en santé mentale. C'est de la justice transformatrice. Les commissions vérité et réconciliation, également, c'est de la justice transformatrice. C'est une justice qui fonctionne sans l'idée de punition. Alors, il y a des limites, bien sûr, mais il n'empêche que ça existe. Les commissions vérité et réconciliation, c'est ce qui a été mis en place en Afrique du Sud après l'apartheid. Par exemple, c'est un processus que l'on met à un niveau national. Donc, on a toute la nation qui s'interroge sur comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir une guerre civile. Et il y a des témoignages, on apprend. Alors, ça a été largement détourné. Il y a des grosses critiques par rapport à ça. Mais c'est pour vous donner un exemple. Il y en a plus de 80 à travers le monde de commission vérité et réconciiliation. Je pense que le plus, c'est en Amérique du Sud. Le Canada a une commission vérité et réconciliation aussi. Ça, c'est de la justice transformatrice, pareil. Vous avez aussi, si on pouvait parler avec, je sais que Kay Tello, qui est une praticienne professionnelle, thérapeute Ici à Québec, elle est beaucoup plus versée que moi sur le sujet. Elle parle beaucoup des arbres à palabres. Ça, c'est une pratique qu'on trouve beaucoup plus, je dirais pas de bêtises par rapport à quel pays en Afrique, mais c'est beaucoup plus cette idée c'est une discussion, vous vous mettez sous un énorme arbre, mais en gros, c'est cette discussion qui va inclure tout le groupe, toute la communauté, et ça peut durer 10, 12, 15, 18 heures. Tant que c'est pas réglé, on reste et on parle et on trouve le moyen de régler ce qui s'est passé. C'est ancestral aussi, hein, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Là, c'est on va dire les bons exemples et que j'aime beaucoup citer. Vous avez aussi l'exemple le plus concret parfois aussi, c'est de dire mais les ultra riches fonctionnent sans police. Les riches, comme les communautés très riches, n'ont pas de police. Enfin, ils ont des services auxquels des agents privés qui peuvent utiliser enquêteurs privés ou la police privée pour s'assurer de sécuriser de gated community, mais c'est une police qui est à leur service, donc ils n'ont pas la crainte d'être criminalisés et tous leurs besoins sont bien sûr parce qu'ils sont ultra riches. C'est l'exemple aussi de communautés qui fonctionnent sans le risque de cette criminalisation, mais parce qu'ils ont l'argent de pouvoir y échapper également. On n'est pas tous égaux et égales face au système de criminalisation, au système de justice punitive. J'aimerais un peu approfondir aussi. Est-ce que tu n'aurais pas peur en fait que ça déborde? Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que personnellement, je pense pas que certaines personnes puissent juste passer par la communication et certaines personnes devraient peut-être passer par une autre alternative en fait. Et il y a certaines personnes, désolées, mais elles sont pas vraiment excusables en fait. Bien sûr. Et la communication, c'est pas la bonne chose à faire. Et qu'est-ce que tu répondrais là-dessus? Que la justice transformatrice ou même la justice restaurative, c'est vraiment pas juste une communication. Ça peut être une justice qui finit par conclure cette personne doit être exclue de la communauté. Ça peut aller jusque-là. Mais dans un système où la communauté est extrêmement forte, extrêmement bien implantée, cela signifie qu'être exclu de la communauté, c'est que vous perdez tout. Vous perdez le soutien, vous perdez le tissu, vous perdez un mode de vie. On parle vraiment d'une manière où les communautés sont suffisamment renforcées et pas aussi éparpillées que l'on a actuellement. Donc ça peut aller jusqu'à l'exclusion à vie de la communauté. Ça peut être aussi extrêmement drastique. La justice restaurative n'est pas une justice qui se base sur l'idée que tout le monde peut être pardonné ou tout le monde peut être excusé ou tout le monde peut être maintenu au sein de la communauté. Ça peut être une justice qui considère également que cette personne désormais devra être constamment surveillée parce qu'on ne peut pas être sûr et certain d'arriver à mettre en place un système qui permette d'assurer qu'elle ne victimise personne d'autre. Il y a énormément de manières, comme j'ai dit, les communautés autochtones gérer et le font toujours des situations bien avant l'arrivée de la colonisation. Mais c'est aussi faire remarquer, mais la justice punitive ne nous protège pas de ces personnes non plus. En réalité, la justice punitive, 90% des plaintes sont des plaintes sans suite. Et la plupart des personnes qui portent plainte, parce qu'on parle par exemple de violence et agression sexuelle, la plupart des personnes qui portent plainte pour violence et agression sexuelle, et je pense que c'est 8 plaintes sur 10 ne sont pas acceptées, et les plaintes qui sont acceptées, pareil,
la majorité de ces plaintes-là sont classées sans suite. Ce qui veut dire que vous avez des personnes qui font le processus d'aller porter plainte, qui essayent d'obtenir justice, qui passent par la police, qui passent par le tribunal, toutes vont témoigner sur le fait que c'est un processus qui les retraumatise, parce qu'on leur pose des questions, parce qu'on ne les croit pas, parce qu'on remet en cause leurs paroles, parce qu'elles doivent redécrire argumenter sur le fait que ce qu'elles ont vécu est atroce et qu'elles veulent obtenir justice et qui, à la fin, n'obtiennent pas justice. Et pour les rares qui obtiennent de justice, la plupart vont vous dire, mais en fait, oui, il est allé en prison, mais il sort dans 5 ans, peut-être 3 ans sous parole. Et du coup, vous avez des personnes qui ont été victimisées qui n'ont pas l'impression d'avoir justice. Vous avez une personne qui est passée par le système de police, mais il ressort ensuite aucune solution viable n'a été mise en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas revictimisation. Donc, on est littéralement dans un système qui déjà ne nous protège pas. Donc, je ne considère absolument pas que je suis dans un système où si une personne est à risque de victimiser, je suis protégée. Non. Je veux un système qui me permette de me dire on a une communauté suffisamment forte pour savoir qu'on a un système en place qui, lorsque je vais aller témoigner de dire j'ai vécu ces choses, je vais être crue. Et non seulement je vais être crue, je vais obtenir du soutien, je vais obtenir de l'aide et on va me demander, moi, ce dont j'ai besoin pour me réparer. Et ensuite, je serai assurée que la personne qui m'a victimisée ne recommencera plus jamais. Ça, c'est ça que je veux. Ce système-là, actuellement, il ne le fait pas. Et la première chose que l'on dit lorsqu'on dit qu'on veut abolir la police, qu'on veut abolir les prisons, qu'on veut abolir la justice punitive, ah, mais que faites-vous excusez-moi, je vais être très, très trash, que faites-vous des violeurs, que faites-vous des pédophiles? Et parfois, j'ai envie de leur répondre, que faites-vous, vous? La justice punitive ne fait rien actuellement. Donc, il faut bien qu'on fasse quelque chose d'autre. Récemment, on a écouté votre interview et on avait une question. Il y avait un terme que vous avez utilisé, c'était SPVM. Et on aimerait bien savoir la définition exacte de ce mot. Qu'est-ce que c'est? L'acronyme, c'est le service de police de Montréal. C'est la société de police de la ville de Montréal. Okay. C'est parce que ça se différencie de, par exemple, la société de Québec, la société de police, c'est la SPQ. Vous avez différents services. La SPVM, c'est vraiment le service de police de Montréal. C'est pour différencier des services de police de différentes villes et au niveau national aussi, parce que vous avez aussi le service de police qui est fédéral. Donc voilà, c'est pour ça. C'est quand on parlait d'SPVM, c'était pour dénoncer le budget dans la ville de Montréal, qui a un budget qui est énorme, qui est d'autant plus énorme qu'ils n'ont même pas la possibilité de justifier par rapport au taux de criminalité, parce que Montréal est une des villes les plus sûres du Canada. Mais on est dans où ils n'arrêtent pas d'augmenter leur budget en dépit du fait que lorsqu'on leur dit mais sous quelle base, il y a rien derrière. Et vous qui êtes sur le terrain, comment vous pouvez décrire un peu la relation que les jeunes ont envers les policiers, ou est-ce qu'ils ont encore confiance aux policiers? C'est une question un peu tricky. Avec Arambec, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle Freedom School. Freedom School, c'est pas nous qui l'avons inventé. Freedom School, c'est toute une histoire, toute une tradition qui vient des États-Unis. Donc, c'était vraiment de mettre en place des écoles, en tout cas des espaces d'apprentissage pour les communautés noires, qu'elles puissent, et ce depuis la période ségrégationniste. Il y en a une également au Canada. Et puis nous, on a mis en place la première à Montréal. Et donc, ça nous permettait de rassembler des jeunes de 11 à 17 ans. Bon, finalement, on a eu aussi des boutchous de 10 ans parce que leurs grands frères, leurs grandes sœurs venaient, donc ils voulaient venir aussi. Mais normalement, c'est 11 à 17 ans. L'année dernière, c'était pendant 2 semaines. On va essayer de faire 3 semaines cette année, entièrement gratuit, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Puis on essaie de faire des activités, de l'apprentissage sur l'histoire des communautés noires, etc. Et parmi les jours d'apprentissage, on a aussi sur la violence policière, sur la justice punitive. Donc, on essaye de discuter avec eux. Et l'expérience qu'on avait eue, le spectre était très large. C'est-à-dire qu'on avait des jeunes de 14-15 ans qui avaient déjà, dès qu'on parlait de police, qui nous expliquaient déjà la crainte qu'ils avaient. Et surtout, c'était un peu plus... bon, par rapport aux garçons, filles, il y avait des jeunes non-binaires aussi, mais il y avait certains jeunes qui étaient déjà dans une approche de je me tiens loin de la police, je suis sceptique par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, mais voilà, l'autorité de la police fait un peu peur. Puis vous aviez des petits bouts de chou qui nous racontaient aussi comment, tu sais, une fois par an, la police vient dans leurs écoles, il y a un concours de dessin, et ils peuvent gagner un vélo. Parce que la police a le droit de faire ça, ils vont dans les écoles, ça c'est quelque chose que les associations essayent d'arrêter. Mais la police vient régulièrement dans les écoles pour faire un petit show avec les jeunes et parfois voilà ils font des concours et donc il y a des jeunes qui eux disent ah ben j'aime ça prendre des photos avec la voiture qui fait des lumières et puis je fais des concours de dessin et puis le meilleur dessin peut gagner un vélo. Donc, voilà, il y a aussi tout ce côté marketing ciblé
avec les jeunes et les ados. Et ça, c'est un peu plus les 10-11 ans qui pouvaient avoir encore une approche assez les yeux pailletés par rapport à la police. Puis on avait aussi des jeunes qui connaissent des personnes qui travaillent dans la police, qui disent, bah, moi, mon oncle, moi, mon père, là, il est dans la police. Donc, qui ont aussi cette fierté d'avoir quelqu'un dans leur famille qui est dans la police. Et donc, avoir ces discussions-là avec les jeunes, de dire, OK, si on en parle d'un point de vue en termes de système plutôt que d'individu, comment est-ce qu'on fonctionne par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Et bien sûr, on n'avait pas dit, non, la police, c'est mal. Il a quelqu'un de sa famille, on en parle, et il y a aussi ça. Donc, ça va dépendre de l'expérience. Ça va dépendre aussi, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Dans quel quartier ils ont grandi, dans quelle classe sociale aussi, ça change drastiquement si ce sont des jeunes qui viennent d'un quartier un peu plus défavorisé ou des jeunes qui viennent d'un quartier comme Ville-Marie, par exemple, qui est un quartier qui s'en sort plutôt bien. Ça va dépendre également si ce sont des jeunes dont les parents viennent d'arriver ou sont issus de l'immigration, ou ce sont des jeunes dont les parents ont grandi ici, sont nés ici, de parents qui sont nés ici, ont grandi ici. La particularité à Montréal et au Québec, il faut quand même le dire, c'est que vous pouvez avoir des jeunes qui sont nés ici, de parents qui sont nés ici, de leurs grands-parents, voilà. C'est les grands-parents qui ont immigré, on va quand même leur demander d'où ils viennent. Et on va quand même se dire, ah bon, non, mais d'où tu viens vraiment? Donc bon, l'immigration est jamais très très loin dans les discours. Donc, ça va dépendre des jeunes, ça va dépendre des situations. Il n'empêche que, globalement, si on regarde les sondages, la police est vraiment en perte de vitesse en termes c'est la première fois, par exemple, depuis, je ne sais, en fait, c'est la première fois de l'histoire que 2 ans de suite, on a eu la population montréalaise qui a voté, qui a répondu à des sondages de la ville de Montréal en disant qu'ils étaient favorables à diminuer le budget de la police. Et ça, c'est la première fois que ça se voit à 2 ans de suite. Et bon, la ville l'a absolument pas écouté et après, ils ont même fermé le sondage. Mais c'est la première fois que l'on voit une population majoritairement dire ça commence à bien faire les 800 millions tous les ans, on aimerait voir l'argent aller ailleurs. Donc, j'imagine aussi que ce sondage-là ne ciblait pas les jeunes, mais j'imagine aussi qu'on devrait voir faudrait voir également si on pouvait sonder les jeunes. Donc, ça va dépendre avec qui on parle. Mais c'est sûr que là, on a une police qui est vraiment en mode PR. Ils vont aller dans les écoles, ils vont faire des pubs. À un moment donné, on avait une espèce ils tenaient des tables dans le métro pour vendre de la marchandise avec marqué SPVM, les gourdes, les stylos, les trucs et les machins. Ils font une énorme campagne de recrutement de la diversité. Ça, c'est leur nouveau. On veut faire de la diversité parce qu'ils veulent se rattraper. Et une manière aussi de fonctionner avec le PR, je sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais on a beaucoup de séries qui sont des séries policières. Où on va suivre, on va suivre un jeune qui rentre dans la police, ou on va suivre des enquêtes criminelles. Il faut savoir aussi que ça, c'est au niveau de l'État. Vous avez d'énormes budgets, d'énormes enveloppes en termes de création culturelle si vous acceptez de faire des séries ou des produits de divertissement qui mettent en valeur la police. Et donc, si vous avez un projet de série que vous n'arrivez pas à trouver de l'argent, bah, vous savez que vous avez un budget que vous pouvez aller, qui met en valeur le service de la police. Ça aussi, ça fait partie du PR pour réussir à rattraper un peu le coup, parce que massivement, c'est la première fois où on voit historiquement quand même qu'on a des populations dans des grandes villes qui commencent à dire, ouais, peut-être on va rediscuter du financement que vous recevez, les gars. La police a un syndicat, hein, donc a une force dont le seul job, c'est de faire du lobby. Et en termes de force, dont le seul job, c'est de faire du lobby, ils ont le droit d'être reçus on va régulièrement les voir avec la mairesse de Montréal, avec certains députés. Voilà, donc on a quand même, ils ont leurs entrées, on va dire, à ce niveau-là politique. Quand on dit en termes d'entrée politique, c'est aussi, on a des anciens de la police qui se présentent à certains postes, qui étaient déjà en bisbille, connexion, et qui, lorsqu'ils ont fini leur carrière policière, peuvent entrer en politique. C'est aussi une manière d'avoir toujours la police en présence en politique, puisque des anciens de la police se présentent également. Et quand on dit aussi en termes d'entrée politique, l'argent circule. L'argent circule, certains soutiens circulent. Il y a quand même des articles qui ont osé mettre le mot en les appelant une mafia. Moi, je trouve que c'est un très très bon terme parce que c'est une manière de fonctionner qui se rapproche d'une mafia. Lorsqu'on nous dit que des politiciens ne peuvent pas dire non à certaines demandes de la police par peur de ne pas être élus, par peur de conséquences sur leur carrière, par différentes... On parle d'un régime de terreur, on parle d'une mafia. Donc, c'est aussi une forme d'entrée politique qui est bien en place et qui se... Je veux dire, c'est pas, on pourrait, j'allais parler d'Armanin, mais bon, en tout cas, pour rester Québec-Montréal, oui, c'est tentaculaire en termes de système. Je parle de syndicats, il y a aussi des fondations. Donc, ça, les fondations qui, alors en plus de recevoir l'argent étatique, vous avez des fondations dont le but, c'est vraiment de bien présenter la police, mais aussi de trouver d'autres manières, d'autres ressources, d'autres enrichir. Et c'est pas forcément des fondations que l'on sait, sont des fondations par rapport à la police. Il faut chercher un petit peu, il faut creuser un petit peu pour se rendre compte. De la même manière qu'ils ont rentré dans les médias. Vous avez régulièrement des personnes qui soit sont en poste au sein de la police ou d'anciens
de la police qui publient dans les médias, qui publient des chroniques, qui le publient en leur nom. Et puis on va dire la presse ne va pas prendre le temps de nous dire mais en fait telle personne est un ancien fonctionnaire, donc voilà pourquoi. Non, on nous dit comme si c'était un journaliste lambda qui donne son avis, donc c'est très tentaculaire. Je voulais savoir le lien entre la police et le racisme systémique. Oh, est-ce que vous avez 3 heures? On a 3 heures. Parce que racisme systémique, vraiment on parle d'un système, on parle d'une idéologie, d'accord, une idéologie basée sur la hiérarchisation des corps, la hiérarchisation des populations. Comme j'ai dit, la police, c'est un système, c'est une institution qui vise à criminaliser, punir, surveiller. Et donc, quand vous utilisez un tel outil mis en place, c'est une telle institution qui est basée sur criminaliser, punir, surveiller, dans un contexte où on a hiérarchisé les populations et les corps et les individus, on se retrouve avec bien sûr une police qui surveille, criminalise, punit, justifie certaines populations plus que d'autres, notamment les populations qui ont été en bas de l'échelle sociale. Les populations qui sont en bas de l'échelle sociale sont les populations qui subissent le racisme systémique, parce que littéralement, on peut pas comprendre l'enjeu de capitalisme, on peut pas comprendre l'enjeu de classe sans comprendre l'enjeu de race. La race, en termes, et je comprends, la race n'existe pas biologiquement, complètement inventée, oui, mais elle existe d'un point de vue sociologique. Voilà, on a inventé les races sociologiquement, ce qui fait que le racisme existe. Et donc, parce que le racisme existe, on se retrouve dans une situation, la race sature absolument tout. C'est pas seulement j'aime pas mon voisin ou je veux pas que ma fille sorte avec un noir. La manière de percevoir le type de stéréotypes, les préjugés, la manière de considérer certaines cultures par rapport à d'autres, certains savoirs par rapport à d'autres, certaines histoires par rapport à d'autres, qui va être considéré comme une bonne victime ou pas, qui va mériter des bons soins de santé ou pas, à qui on va donner plus de crédit que d'autres, sature absolument tout. Le risque, la possibilité d'avoir un emploi, le risque d'avoir une peine de prison, etc., etc., etc. Par conséquent, si on a une institution comme la police dont le but est de surveiller, criminaliser et punir, dans un contexte qui est saturé par l'enjeu racial, qui est saturé de cette hiérarchisation, on se retrouve fondamentalement avec un système qui fonctionne tel qu'il a toujours prévu de fonctionner. Et donc, la police est fondamentale. Elle est à la fois la manière de fonctionner de la police est à la fois la conséquence du racisme systémique, mais aussi légitime, justifie et maintient le racisme systémique. Donc c'est une espèce de cercle vicieux qui s'auto-entretient parce que tous les systèmes d'oppression s'auto-entretiennent. Le racisme permet de maintenir et d'expliquer les enjeux de classe. Les enjeux de classe permettent également d'expliquer de manière le racisme. Les discriminations de genre fondamentalement liées par rapport au racisme. Le racisme, je veux dire, le vécu d'une femme noire par rapport au vécu d'une femme blanche, radicalement, parce que le genre est racisé, leur race est genrée. Les enjeux de handicap, fondamentalement racistes également. Le racisme, fondamentalement dans l'enjeu de handicap. Tout se nourrit et se renforce pour se maintenir. On vit dans un système qui a été imaginé par des plus puissants, il y a plus de 400 ans, qui ont inventé et mis en place des institutions pendant des périodes esclavagistes pour s'assurer de maintenir en place leur pouvoir et pour s'assurer de maintenir en place un certain système. Et ce système, il continue de fonctionner tel qu'il a prévu de fonctionner depuis 400 ans. Là, je vais poser une question un peu plus personnelle. D'accord. Quelle est ta relation avec la police? Et comment est-ce que tu en es venue en fait à manifester en fait contre le racisme et les violences policières et le système de la police, genre ton parcours et tout par rapport à ça? Très large. On a le temps. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, je viens de Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un territoire qui est toujours sous colonisation française. Donc, moi, je viens d'une famille qui est indépendantiste. Je viens d'une famille que j'ai toujours entendu lutter contre le système, toujours entendu cracher sur la France. Ma maman, au lieu d'aller passer le bac, elle distribuait des tracts dans la rue. C'est l'histoire familiale. Ma grand-mère, elle a supposément, selon la légende, mis le feu à certaines institutions françaises. Donc, je viens d'une famille, voilà, qui est très très engagée, anti-impérialiste, anti-colonisation française. Donc, j'ai grandi un peu dans ce discours-là. Et moi, en tant que jeune fille noire en Guadeloupe qui veut me différencier de ma famille et puis qui pense tout savoir sur le monde, j'avais un discours très méritocratie. J'étais comme, moi, je suis arrivée, je finissais le lycée, j'étais comme, mais non, faut travailler dur, vous regardez, maintenant on a le droit de vote, faut pas se plaindre, faut aller voter, il suffit de travailler dur pour s'en sortir, voilà, lève-toi tôt, vraiment, une tête à claque. Et donc, j'avais tout ce discours-là, j'étais vraiment très sûre de moi, puis j'écoutais personne, j'étais vraiment en réaction avec ma famille, forcément. Puis, j'arrive en France pour faire mes études, et la France me met une claque énorme, et vraiment à Paris pendant 5 ans, et je vis des choses au quotidien qui me font douter. Je veux dire, ce qui allait très très bien en Guadeloupe. En Guadeloupe, on était quand même en majorité, mes professeurs étaient noirs.
c'est différent en termes de, il y a le problème du racisme, il y a le colorisme, c'est différent de ce qui se passe en France. Donc j'arrive en France, je vis toutes ces violences et puis du coup, j'ai vraiment un mal-être profond à pas comprendre. Je comprends pas les codes de la société, je comprends pas ce qui m'arrive en termes, je comprends pas ce qui arrive autour de moi. À un moment donné, je vais voir j'avais rendez-vous avec un ami avec qui j'ai grandi, qui est un jeune homme noir, qui finit par m'envoyer un message qui me dit je suis désolée, je vais pas pouvoir venir, parce que ça fait 3 fois que je me fais arrêter. Il était sur les Champs-Élysées et il s'est fait arrêter 3 fois en moins de 2 heures. Donc 3 fois, on l'arrête pour ses pièces d'identité, il se sent complètement humilié, on le tâte là, enfin voilà, 3 fois en une soirée. Donc il me dit vas-y, faut que je rentre chez moi là, je suis pas bien. Donc ce genre de trucs qui arrivent à mes proches, des situations qui m'arrivent aussi, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Donc ça commence à monter, et puis je finis par me dire il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai besoin de réponses. Moi, je suis une étudiante dans l'âme, donc je me suis mis à faire des recherches, à lire des livres, à aller écouter, à aller dans des associations, à me dire, OK, j'ai vraiment besoin de comprendre ce qui m'arrive. On m'a expliqué, on m'a donné des mots sur, OK, ça, c'est pas moi. À un moment donné, je me dis, mais je suis folle. Enfin, est-ce que c'est moi ou est-ce quelque chose qui, et c'est faire ces recherches-là, aller dans les associations, rencontrer des gens. Je suis queer aussi, donc il y avait aussi tout l'enjeu enfin, à l'époque, je me définissais comme lesbienne, maintenant je me définis comme queer. Mais il y avait aussi le fait de vivre ces violences-là, d'essayer de naviguer une société où je me disais, oh, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc je vais dans des associations, je rencontre d'autres personnes. Entre-temps, il y a des moments qui marquent. Il y a le fait que mon petit frère, qui est un timide, tout. Mon petit frère, il casse quelque chose dans un magasin, il pleure parce qu'il a peur qu'on l'engueule. Tu vois, c'est ce genre de petit frère et qui appelle. On est en Guadeloupe et qui appelle ma maman en pleurant. Il a quoi, 13 ans, 14 ans, il rentre du collège et il appelle ma maman en pleurant parce que il y a 2 voitures de police garées dans la voiture et il a peur de passer. Il a peur de passer pour rentrer à la maison. Et donc il demande à un ami de prêter et il appelle ma mère en disant je peux pas rentrer. Et mon frère, il a jamais rien fait, il a jamais eu une rencontre avec la police parce qu'il était encore en Guadeloupe à ce moment-là. Mais il avait été saturé et il avait vu des choses par rapport à ses amis. Et déjà, il avait une telle peur et d'entendre mon frère sangloter de terreur à l'idée de rentrer à la maison juste parce qu'il devait passer devant 2 voitures de police et de savoir, il a 13, 14 piges. C'est ça maintenant. Ça va être ça, sa vie. Et de me dire, il va venir à Paris et de lui dire, tu sais, t'es à Paris, faut que t'aies ta pièce d'identité. Comme, ne sors jamais sans ta pièce d'identité. Ne blague même pas avec ça. Puis, quand il venait en vacances, je lui dis, je sais que t'aimes bien rigoler, mais ne leur réponds pas. Garde ta pièce d'identité. Donc, quand il a eu 18-19 ans. Donc, c'est toutes on va dire, ces anecdotes, ces expériences qui s'accumulent. C'est d'autres choses qui arrivent autour de moi et à d'autres personnes où on essaye d'aider. Et puis finalement, c'est aussi le fait que je commence à m'appliquer dans des associations par rapport à la lutte antiraciste et de me dire, en fait, on peut pas être antiraciste et ne pas comprendre qu'il y a quelque chose avec la police. On peut pas lutter contre les systèmes d'oppression et ne pas comprendre qu'il y a quelque chose par rapport à la prison. On peut pas lutter contre la violence capitaliste, donc la violence des riches, et se dire, il y a quelque chose avec la police. Parce que la police sert les riches, sert à s'assurer de leur maintien à la propriété. Je veux dire, actuellement, vous avez plus de chances de subir si vous pétez des vitres. Vous risquez de vous faire abattre pour avoir pété les vitres d'un Starbucks. On parle de vitres. J'ai vu là, il y a 2 mois, je me suis arrêtée dans la rue parce qu'il y avait 4 gamins, allez, max entre 11 et 15 ans, qui étaient encerclés de 3 voitures de police. Il faisait -20. On est à Montréal. Il faisait -20. Les gamins étaient en basket, sans manteau. Ils étaient en train de trembler. On s'arrête pour surveiller ce que fait la police. On commence à leur dire pourquoi vous leur parlez. Où sont ses parents? Où sont les parents? La police nous empêche de s'approcher des enfants. Ils ont dit on appelle les parents, on attend. Ils ont laissé les gamins dans la neige et le froid. Il fait -20 dehors à attendre pendant presque plus d'une demi-heure. Je tremblais de froid et j'avais mon manteau. On est là, on essaye de leur faire passer des trucs pour qu'ils tiennent chaud. Ils ont fini par céder pour qu'on puisse leur donner des gants et des écharpes. Et à un moment donné, les parents ils les laissent enfin partir. Ça fait plus d'une demi-heure. Il y en a un petit bout de chou de 11 ans. Il s'élève et commence à devenir, enfin bref, ça se voyait qu'il avait froid. On parle de -20. Ils finissent enfin par partir. Moi, je m'énerve. Je dis à l'une des agents, c'est quoi votre, parce qu'elle allait encore les arrêter. Je dis, c'est quoi votre problème? Il fait -20. Laissez-les rentrer. Et elle s'énerve. Et elle me dit, vous savez pas ce qu'ils ont fait. Vous savez pas ce qu'ils ont fait. Donc, c'est quoi votre problème? C'est quoi? Les gamins, ils avaient lancé des cailloux contre une vitre. Fait -20, ils sont en basket dehors. Mais tu vois, c'est une femme adulte qui est convaincue que c'est normal que des enfants puissent rester à -20 dehors, à grelotter, parce qu'ils ont envoyé des cailloux contre des vitres, ils chahutaient, ils étaient des gamins, ils faisaient les gamins, ils chahutent. Des voisins ont appelé la police les a laissés dans le froid comme ça. Et cette femme, à qui je lui dis, mais à un moment donné, juste, ça se voit pour elle, ce ne sont plus des êtres humains, ce sont plus des enfants, c'est juste des criminels. Elle est au chaud, elle est dans sa veste, elle a la voiture, tout ce qu'il faut. Elle ne voit pas un gamin de 11 ans devant elle, à -20, dehors. Et elle s'énerve quand on lui dit, mais
pourquoi tu te traites comme ça? C'est ça la police aussi. C'est une institution qui habitue des individus à déshumaniser les autres, à se dire c'est normal de violenter. C'est normal de les traiter comme si c'était pas des êtres humains. Et donc, pour revenir à la question, c'était juste une question de logique. En fait. C'était une question, au début, c'est une question de survie. C'était de finir par trouver sens et de me dire, OK, je suis pas folle. Je suis, s'il y a quelque chose d'injuste, c'est pas moi. Il y a quelque chose d'injuste dans le système. Il faut que le système, il change. Et je sais fondamentalement que je lutte pour un monde que je ne verrai pas de mon vivant. J'ai fait mon deuil avec ça. C'est pas pour moi. C'est pour les générations futures. C'est OK. Mais je lutte contre un système qui me déshumanisait. J'avais besoin de trouver du sens au début. Donc, c'était une question de survie. Puis par la suite, c'est aussi pour une question de cohérence. À un moment donné, si on veut quelque chose, si on veut un certain monde, il faut commencer à vivre comme si ce monde existait déjà, ou du moins essayer. Et pour moi, le monde où j'aurais rêvé de vivre, c'est un monde sans police. Donc, OK, ben dans ce cas-là, il faut que je commence à travailler pour être dans un monde sans police. Donc ça reste logique que je m'implique là-dedans.